Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. À la une ce soir, l'horreur en plein cœur du quartier Bonanjo ce matin. Un homme abattu par des malfrats devant une banque. Ses bourreaux emportent une importante somme d'argent et s'enfuient à l'aide d'une moto. Nous retournerons sur les lieux pour écouter les témoignages de personnes qui ont vécu la scène. C'est dès l'ouverture de ce journal. À la une également ce soir, l'incompréhension demeure au quartier Commando à Douala. Les habitants du coin ne se sont pas remis de la découverte de 3 dépouilles d'enfants dans le domicile d'un blanchisseur malien. Le traumatisme est tel que l'attente de l'autopsie devient longue. Autre lieu, même horreur, 3 enfants retrouvés morts à Dizangué dans des circonstances troubles. Que s'est-il exactement passé? Nous retournerons sur les lieux du drame tout à l'heure dans cette édition. Dans l'actualité également ce soir, les élections municipales et législatives se tiendront à la date indiquée. Le gouvernement l'a martelé ce jour à Yaoundé dans une sortie aux allures de mise au point. Le porte-parole du gouvernement insiste, l'État ne cédera pas au chantage de certains partis politiques de l'opposition. Et puis, comprendre les implications du retrait du chantier du stade Olembe à Pichini. C'est l'entreprise McGill Construction qui poursuivra les travaux du complexe sportif. La firme camerounaise, canadienne plutôt, qui devra livrer le chantier dans un délai de 6 mois, a déjà quelques réalisations à son actif sur le plan national. C'est fait d'armes à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, je vous le disais en titre, mort abattu d'un coup de feu au quartier Bonanjo ce matin à Douala. Un homme présenté comme comptable d'une entreprise de la place tué par des hommes armés alors qu'il venait d'effectuer une opération dans une banque de la place. Les malfrats auraient emporté un sac contenant une importante somme d'argent. Au cours de ce braquage, les malfaiteurs ont également tiré sur un conducteur de taxi. Heureusement, ses jours sont hors de danger. Il suit des soins en ce moment dans un hôpital de la ville de Douala. Cependant, la dépouille de la victime tuée à bord de cette moto a été déposée à la morgue de l'hôpital militaire de Douala. Je vous suggère d'écouter ces témoignages de personnes qui ont vécu la scène. C'était donc ce matin au quartier de Bonanjo, dans la métropole économique du Cameroun. Expliquer comment, pas étant ici, là, j'ai entendu seulement les bruits, Je me lève, je regarde, je vois l'attroupement là-bas. L'autant, j'ai cru que c'était les bandits qui discutaient entre eux. Mais au moment où on vient encore me dire que non, il y a quelqu'un qu'on a pris son sac. C'est lui qui était derrière. L'homme, on a pris son sac, la mallette noire. L'autre vivait encore. On l'a mené à l'hôpital. Quand on a seulement entendu les cris, bon, nous sommes sortis, on est venu trouver que l'homme était déjà couché. Les gens qui ont tiré étaient déjà partis. Il était combien? Je ne sais pas, nous on était dedans. Vous voyez que la barrière, il y a la barrière au niveau du chantier, on ne voit pas ce qui se passe. On a entendu le bruit du coup de feu. Bon, quand nous sommes arrivés, bon, on a trouvé que les gars étaient déjà partis. Le gars était couché sur sa moto. Il était 2 sur la moto? Oui, ils étaient 2 sur la moto. Bon, l'autre était déjà non âgé. Bon, on est allé avec lui au niveau où c'est l'hôpital, je ne sais pas. Je vous propose de repartir au quartier Commando à Douala, ce quartier où une découverte horrible a eu lieu hier. Des dépouilles de 3 enfants retrouvés chez un blanchisseur de nationalité malienne. Dans le quartier, des interrogations persistent et se multiplient d'ailleurs. 24 heures après le drame, c'est toujours l'incompréhension. Les familles sont en attente d'une autopsie pour connaître tout au moins les circonstances de la mort de ces enfants. Robert Chalitok et Thierry Nana y étaient. Depuis la découverte du corps sans vie de la petite Olivia, âgée de 9 ans, c'est un balai de curieux qui défile sur le lieu du crime. Nous sommes au quartier Nkomondo à Douala. Sur les lieux toujours visibles, les restes des vêtements incendiés la veille. Dans la blanchisserie, les fouilles de la police scientifique à la recherche de potentiels corps enfouis sous terre sont perceptibles de tous. À quelques pas de ce lieu lugubre se retrouvent nombreux les enseignants de l'école publique d'un commandant venus témoigner de leur compassion à la famille repleurée. Le souvenir de la petite Olivia reste gravé dans les mémoires.
Le mercredi soir, nous avions fait le sport à l'école. Elle est rentrée. C'est son oncle qui est venu à l'école le matin de jeudi pour nous annoncer sa disparition. C'était une élève calme. Elle vivait bien avec ses camarades de classe. Elle n'avait pas de problème. C'est une qui ne cherchait même pas les palabres. Pour le père, au-delà de la douleur qui est sienne, plusieurs sont les interrogations qui fusent quant à l'issue de l'affaire. 24 heures après la découverte macabre, pas d'autopsie, rien que la reconnaissance du corps. La gendarmerie a juste demandé que les médecins ouvrent, que le parent identifie c'est son enfant. C'est ce qui a été fait. Ils nous ont parlé sur le corps. Bon, là, le sous-préfet de Douala premier et le sous-préfet de Douala deuxième étaient là. Ils ont dit qu'ils vont nous restituer le corps, mais ils ont encore certaines choses à faire qui ont fait que bon, nous sommes restés tranquilles. Mais à la gendarmerie d'hier, jusqu'à présent, ma carte d'identité est encore là-bas. Ils ont dit qu'ils veulent m'entendre. Bon, je suis allé là-bas hier, ils n'étaient pas là. Bon, aujourd'hui, je suis fatigué, je ne suis pas encore passé de ce côté-là. Le frère du présumé assassin séjourne toujours dans les geôles de la compagnie de gendarmerie Aqua Sud. Là-bas, on parle d'enquête qui se poursuit. Et un autre fait divers qui choque la République depuis hier également, c'est la mort tragique de 3 enfants la nuit de vendredi à Dizangue dans la Sanaga maritime. Eux aussi étaient portés disparus malgré de nombreuses fouilles organisées à travers le village. Finalement, c'est dans la cour du voisin que les enfants ont été retrouvés morts et de manière suspecte également. Yasset Trésotano et Christian Bock pour les détails. Sur les routes accidentées du village Ekité, pour rallier Dizangue, situé à 17 km de la ville d'Edea, dans la Sanaga maritime, région du littoral Cameroun. La localité vient d'être le théâtre d'un fait qui donne froid dans le dos. 3 voisins âgés de 3 ans, retrouvés morts après une journée de disparition, soit de jeudi à vendredi. Nous rencontrons la première famille éprouvée, celle du petit Wilfried. Il vivait avec ses grands-parents. Sa mère réside à Douala. Et apparemment, les enfants jouaient même ici, là, chez la voisine. Comme elle était fatiguée, elle ne se sentait pas bien. Elle a fait sortir les enfants. Elle a gardé sa part. Ils étaient ici. Mais on ne sait pas comment ça s'est fait. Ou on les a mangé la tête, ou on les a inoptisés parce que les enfants là sont souvent ici. Si les enfants là ne jouent pas ici, ils sont ici, soit là. L'affaire là, je ne sais pas comment ça a marché. Puis que ça se retrouve qu'on a cherché les enfants ici, on a fouillé les enfants ici. La deuxième victime, la voici en image, la petite Choupinette. Ses parents, comme ceux des autres, travaillent tous à Safakam. Madame a laissé les enfants chez la voisine là-bas derrière. Je descends là-bas, je trouve que je demande à la voisine, la fille est où? Elle me dit, elle ne sait pas. Bon, je me dirige directement en fouillant l'enfant. Je pars chez mon grand frère qui est à côté de moi, tout proche de moi. Je demande au barman, à son barman, est-ce que l'enfant n'est pas ici? Il me dit non. Honorine est celle qui était censée garder Choupinette comme d'habitude. Mais ce jour-là, elle a eu un malaise. Quand j'ai laissé l'enfant à la voisine, j'ai dit que pardon, regarde, l'enfant, je m'en vais à l'hôpital, je ne me sens pas bien. Elle me dit, il n'y a pas de problème. J'ai répété ça plus de 3 fois. Elle me dit, ne me prenez pas comme un enfant, je suis aussi une mère d'enfant. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis quittée à l'hôpital. La troisième victime s'appelait Célestin Herman. On ne dort pratiquement pas. Donc quand vous dormez, déjà même ses sœurs, parce qu'il était le seul garçon sur les 4 enfants que j'avais, ses sœurs sont déjà un peu comme s'il y a quelque chose qui leur manque. Ce jeune fait partie des premiers à avoir découvert les corps. Voilà. C'est le petit qui crie alors que nous, il y a les enfants dans la voiture. J'étais assis là. Il me lève. Il ramasse le bâton. Il n'y a plus que si ce sont les grandes personnes ou les bandits. Il me lève. Moi aussi, je me dirige vers la voiture. Quand il arrive, il éclaire. Je vois les yeux. D'avoir la chair de poule. Et donc alors, quand on a crié, tout le monde est sorti. Pourtant, les fouilles ont été effectuées en journée dans la cour du voisin, mais aucune trace des enfants. Quand nous sommes là, je pars, je guette dans la vieille voiture qui est ouverte. Il n'y a personne, je guette. Je guette aussi celle qui était fermée, il n'y avait personne. Et c'est là que tous les enfants sont partis avec les habits
Ils sont revenus avec leurs habits. Rien que l'enfant de mon petit frère qui est revenu nu. Pourquoi? Sans babouche aux pieds. Il est devenu comme, je ne sais pas où c'est l'eau chaude qu'on les a versées. Les faces sont devenues noires comme si c'était le cirage qu'on les a... Ouais. Mais vraiment, dites-nous, que cela veut dire? Le voisin en question est le collègue de service des parents des enfants décédés. Son attitude était suspecte, aucune compassion de sa part, ni même participer aux recherches. La maison, si le type, si lui ne bougeait pas, il était toujours là-dedans, avec ses enfants. Même fait allusion qu'on a dit au quartier, non, il est là, calme, il ne parlait pas. C'est la psychose à Dizanguet. Personne ne sait plus à qui faire confiance. Moi, personnellement, j'ai plus de 6 enfants qui habitent chez moi. Et mes enfants sont traumatisés. Ils ne peuvent plus, je ne sais quoi faire, les envoyer à l'école ou bien rester avec eux à la maison. Donc c'est vraiment une situation inquiétante. Nous sommes devant le domicile du principal suspect qui a été interpellé avec 2 autres garçons qui vivaient dans cette maison, respectivement âgés de 20 et 21 ans et élèves au lycée technique de Dizanguet. Et selon les voisins, la maîtresse de maison a voyagé le même jour avec 3 de ses enfants. Elle est aussi recherchée dans le cadre de l'enquête ouverte pour savoir ce qui s'est passé avec la mort de ces 3 enfants. Depuis le quartier Hollande à Dizanguet, Christian Bock et Yasser Trésor Tanon pour Canal 2 International. Et partons de Dizanguet pour Bamenda, la peur après l'attaque d'un aéronef de Camerco hier après-midi. L'appareil en provenance de Douala a essuyé des coups de feu des hommes armés au moment de s'opposer à l'aéroport de Bafout. Un incident qui arrive au moment où les regards restent rivés sur les différentes actions en cours en vue d'un apaisement définitif dans ces régions anglophones du Cameroun. Le débat sur la sécurité dans ces 2 régions du pays est donc relancé. Patrick Christian d'Awa pour les détails. Dans un communiqué de presse rendu public ce 1er décembre, la compagnie nationale aérienne confirme l'incident survenu lors de l'atterrissage à Bamenda de son vol MA60 TJQBD en provenance de Douala. Selon le même communiqué, aucune perte en vies humaines n'est à déplorer grâce à la bravoure de l'équipage malgré l'impact des projectiles visibles. Dans la foulée de cette confirmation, des leaders basés à l'extérieur se revendiquant des groupes armés séparatistes endossent la responsabilité de cette attaque et disent vouloir contrôler les mouvements aériens à destination de Bamenda. Une démarche abondamment critiquée par des figures nationales et internationales, à l'instar de Maître Keremouna, qui fustige un comportement irresponsable, totalement contraire aux lois internationales et dangereux pour la vie des civils innocents. Comme on pouvait s'y attendre, les partisans séparatistes s'en réjouissent. D'abord relayée dans les réseaux sociaux, la nouvelle relance la question de la sécurisation globale du mouvement des personnes et des biens dans ces parties du pays, alors qu'une campagne explicative post-Grand Dialogue National y séjourne. On peut s'imaginer dans un tel contexte des mesures sécuritaires encore plus drastiques en cette période de fin d'année. De quoi accroître la pression psychologique sur les populations dans ces parties du pays, mais également sur les usagers et les autres acteurs du transport aérien. La compagnie nationale, quant à elle, rassure sa clientèle et l'opinion publique nationale et internationale de la continuité de ses activités. Un autre secteur dont les acteurs ont besoin d'assurance sont les tenanciers de débit de boissons. Parviendront-ils finalement à sauver leurs activités? La réponse est préoccupante alors qu'une note interdit aux distributeurs de leur livrer des produits au dépôt à compter du 1er décembre 2019. Des délais ainsi expirés suscitent un questionnement sur l'avenir de plus de 300 propriétaires de dépôts qui réclament le paiement de 2 années de précompte. Vont-ils fermer les portes? Que va-t-il se passer? Les incompréhensions et les inquiétudes de ces tenanciers de débit ou de dépôt de boissons dans ce reportage d'Yvonne Katiken et Stéphane Binac. Sur ces visages, colère et désarroi, les propriétaires de sous-dépôts sont dans le désespoir. L'activité pourrait être supprimée du circuit de distribution des boissons gazeuses. Il y a une circulaire du directeur régional qui demande à partir du 1er décembre, on ne doit plus livrer les sous-dépôts. Théophile Nouton fait partie des 300 sous-dépôts menacés de fermeture. La vente des boissons gazeuses, il en a fait un métier. La prohibition de livraison annoncée est un choc pour lui, comme pour la plupart des tenanciers de sous-dépôts. Ils ne veulent plus des sous-dépôts
dans leur circuit de distribution et nous ne savons pas pourquoi. Et on se demande qu'est-ce que nous allons faire. Et dans la circulaire, ils disent qu'à compter du 1er décembre, le distributeur qui livrera encore les sous-dépôts verra son contrat suspendu. La note adressée aux distributeurs par le directeur régional rappelle l'interdiction de livrer au sous-dépôt et l'engagement pris de garantir la disponibilité des produits à tous les clients sans exception. Mais pourquoi interdire de livrer les sous-dépôts? Que reproche-t-on à cet énoncier? Quelle serait l'opportunité d'une telle décision? Difficile d'avoir une réponse précise face au mutisme de l'entreprise brassicole. Je paie tous mes impôts. J'ai réclamé, écrit partout, on n'a pas tout manifesté. Donc on ne sait pas pourquoi ils nous font ça. Mais depuis 2 ans déjà, des plaintes fusent dans ce secteur d'activité où la précarité s'installe petit à petit. Les propriétaires de sous-dépôts s'interrogent sans trouver de réponse. Le trop perçu qui devait nous être restitué n'est pas toujours fait jusqu'à nos jours. Nous interpellons le chef d'État, en réalité, qui jette un regard miséricordieux sur nous. Intervalle, nous sommes conduits ici. La porte est fermée. C'était un distributeur qui s'en est allé avec les ristournes des tenanciers de sous-dépôt. Nous sommes des victimes, nous sommes dans la rue, nous sommes en larmes, nous sommes même plus où aller. La décision devait prendre effet le 1er décembre 2019. Ce matin, nous retournons voir Théophile Noutan. Il reçoit des produits mais reste inquiet. On reste encore dans le flou parce qu'il n'y a aucune note qu'on a ressortie pour annuler l'ancienne note qui demandait de ne pas être livrée. Donc là où nous sommes pas sûrs. À tout moment, ils peuvent ne plus nous livrer. Si cette décision était appliquée, c'est 300 PME qui vont fermer les portes et les conséquences économiques et sociales seraient sans équivoque. En santé, une alerte sanitaire à Bakassi dans le sud-ouest du pays. L'épidémie de choléra fait rage dans la presqu'île depuis un moment. Les chiffres font état de plus de 10 morts et 40 cas de malades confirmés dans la zone. Des populations appelées à respecter les règles d'hygiène et de salubrité. Inès Daniel Ondouambala pour les détails. La ville d'Idabato, située dans le district de santé de Bakassi, dans la région du sud-ouest Cameroun, est en alerte. Depuis le 13 novembre 2019, la localité est en proie à une épidémie de choléra. La région est sous surveillance sanitaire depuis que le premier cas de choléra a été déclaré. À ce jour, un seul cas de décès enregistré. Une femme de 75 ans venant du Nigeria. Sur le torrent, on dénombre déjà plusieurs victimes. Ici, le choléra vient de faire 10 morts. 40 autres cas sont confirmés dans cette zone. Lorsque mon enfant a présenté les premiers signes de maladie, je suis allé auprès de mon pasteur pour des prières. À la suite d'une descente sur le terrain avec le délégué régional de la santé publique, nous avons arraché l'enfant malade des mains du pasteur pour l'envoyer vers un centre de santé. Des mesures de réponse sont mises en œuvre dans le district de santé de Bakassi afin de circonscrire et d'éradiquer l'épidémie. Depuis le déclenchement de l'épidémie de choléra, nous avons fait le tour des campements pour éviter la psychose et vérifier le respect scrupuleux des conditions d'hygiène et de salubrité. Une recherche active des cas suspects est en cours sur le torrent. C'est la première fois qu'une épidémie de choléra se déclare à Bakassi. Ici, à Idabato, l'hygiène douteuse, le manque de latrines, l'absence en eau potable sont autant de facteurs qui favorisent l'implantation du vibrant cholérique. L'alerte sanitaire est donc au rouge. Les populations camerounaises et nigérianes vivant dans la presqu'île de Bakassi ont été appelées à respecter les règles d'hygiène élémentaire et à signaler tout cas suspect présentant des symptômes du choléra. Et cependant, on annonce plus de 90 cas de malades de rougeole détectés dans la région du littoral. Parmi eux, un mort enregistré dans le district de santé de Nilon à Douala. Des quartiers comme Dedo, Newbel, Bali, Cité des Palmiers sont touchés. Les autorités sanitaires du littoral viennent d'annoncer une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole qui se tiendra du 4 au 8 décembre prochain. Je vous suggère d'écouter le docteur Georges Oti, coordonnateur régional du programme élargi de vaccination pour la région du littoral. Cette campagne que nous allons organiser, c'est vrai, elle va permettre d'immuniser les enfants et de limiter la chaîne de transmission du microbe.
Mais on ne pourra pas dire qu'elle va totalement limiter la propagation de l'épidémie de rougeole sur le territoire. Ce qui est important, c'est que les enfants puissent être suffisamment vaccinés de façon à ce que, même s'ils sont infectés, sauf s'ils sont infectés par les microbes, qu'ils ne puissent pas faire la maladie. Donc c'est pour ça que nous exhortons tous les parents à transporter les enfants dans les différents postes de vaccination qui seront mis à leur disposition. Une entreprise, deux présidents de conseil d'administration. Depuis quelques semaines, Chanas Assurance est au cœur d'une polémique mettant aux prises deux groupes de personnes qui se réclament la paternité de la structure. La compagnie d'assurance dont les activités se poursuivent pourtant après une fermeture de quelques jours la semaine dernière est dans l'attente de l'arbitrage des autorités de la tutelle. Lille Piedjou et Guy Fotso. Marie-Solange Tométane, en possession du registre de commerce de Chanas Assurance SA. Elle a été désignée PCA de cette structure après une assemblée générale. Les détenteurs des parts sociales de Chanas et Priva SARL, au sens de l'arrêt querellé, ont convoqué et tenu régulièrement des assemblées générales extraordinaires et ordinaires qui ont transformé cette société en Chanas Assurance SA, avec le même capital et le même agrément au sens de l'article 374 de l'acte uniforme OHADA. Un conseil d'administration a porté à la tête de cette structure de nouveaux dirigeants. Les autres actionnaires, dont la SNH, avec pour PCA Maurice Makanda, au cours d'une conférence de presse à Douala, déclarent que cette nouvelle équipe est illégale. Chanas, dont le capital est détenu presque majoritairement par une structure étatique. On ne peut pas s'aliéner, on ne peut pas s'accaparer d'un bien qui appartient à l'État. L'administrateur, directeur général de la SNH, qui a masqué sa prise d'intérêt dans un acte et son délit d'initié, alors et surtout qu'il est dirigeant d'une société publique dont les fonctions interdisent une prise de participation directe dans des sociétés ayant des relations d'affaires avec celles-ci qu'il dirige. Ce désordre à la tête de Chanas Assurance SA intervient après le verdict rendu par la Cour suprême, rétablissant dans leurs droits Paul Logier, David Guy Logier et Denis Gillot, les ayants droit, avec pour unique représentante, avec les pouvoirs absolus, Marie-Solange Tométane. Je suis aussi fière de mon pays qui, par la Cour suprême, a fini par rendre un arrêt définitif et inattaquable. Que ça plaise ou pas, toutes les parties doivent s'en référer. Pour l'heure, toutes les voies de recours ont été épuisées. Reste à la chancellerie de mettre un terme à la confusion à la tête de cette importante structure. Tout de suite à Yaoundé, retrouver Alain Ghislain Kanga et avec vous on parle ce soir de cette sortie du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication au sujet des élections, également de ces ministres qui sont passés devant la commission des finances de l'Assemblée nationale ce jour défendre le budget de leur département ministériel. Bonsoir Alain. Bonsoir à tous. Effectivement, les membres du gouvernement défilent pour la défense de leurs enveloppes budgétaires devant les membres de la commission des finances. C'est le cas du professeur Etoudingwa de l'éducation de base, de Nalova Lyonga, des enseignements secondaires ou du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, Madeleine Tuente. Pas de modification des montants prévus à la base, mais à noter l'augmentation du budget du MINESEC, dont la moitié ou presque sera réservée au paiement des salaires. Et dans la page consacrée aux législatives et municipales, le gouvernement ne cédera pas au chantage. L'affirmation est du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, au cours d'une conférence de presse donnée aujourd'hui, accompagné de son homologue de l'administration, son territorial. Il a tenu à rassurer les acteurs politiques et l'opinion publique de la tenue dans les délais définis par la législation en vigueur des élections municipales et législatives. 2 février prochain, ils ont invité les partis à plus de responsabilités dans la conduite des joutes avant, pendant et après les électorales pour le maintien de la paix et de la démocratie. Les détails avec Janice Kamga et Samuel Bonis. Le 9 février 2020,
Le gouvernement camerounais dit non au boycott. Il dit non aux partis politiques qui veulent fixer eux-mêmes les conditions de leur participation à une élection. À 10 semaines de la tenue du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020, le message du président de la République, Paul Biya, porté par les ministres de la Communication et de l'administration territoriale, est clair et sans équivoque. Ils évoquent des considérations légales, mais également les attentes légitimes d'un peuple qui attend impatiemment des élections transparentes. Le mandat des députés de la nation et des conseillers municipaux a été prorogé à 2 reprises, et ce, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Constitution. Il est donc pour le moins surprenant qu'aujourd'hui, certains responsables de partis politiques excipent de considérations diverses, soit pour boycotter les élections à venir, soit pour exiger leur report pur et simple, ou encore pour fixer des conditions à leur participation, comme s'ils ignoraient que les prorogations des mandats de nos députés et conseillers municipaux sont clairement encadrées par la loi et ne sauraient par conséquent être indéfinies. La perspective de la tenue des prochaines élections législatives et municipales est donc aussi et surtout une réponse du chef de l'État aux attentes d'un peuple camerounais conscient et jaloux de sa souveraineté. S'agissant des doutes quant à la tenue des élections face aux défis sécuritaires du nord et du sud-ouest du pays, Paul Atangandji rassure, le grand dialogue national porte déjà des fruits, la situation est sous contrôle. Quand vous avez 7000 dossiers, alors qu'il y a 1048 places de conseillers municipaux, il y a 20 places pour les députés, nous avons pratiquement eu 250 voire 300 dossiers. Les préoccupations sécuritaires, il y en a partout, dans les 10 régions, mais un peu plus dans le nord-ouest, dans le sud, dans l'extrême nord. Mais nous travaillons pour que les élections se tiennent. Ceux qui évoquent la situation des régions du nord-ouest ou du sud-est pour ne pas aller aux élections, c'est une fuite en avant, n'est-ce pas? C'est un argument fallacieux qui ne repose sur rien. S'ils veulent davantage connaître le fonctionnement du Cameroun, je crois que modestement qu'ils viennent voir le ministre de l'administration territoriale, on va leur dire voici la carte sécuritaire du Cameroun. Quant aux accueils de préparation. Les élections locales, il faut faire des dossiers, il y a des recommandations, il y a des exigences. Mais ces partis politiques, est-ce que ces partis politiques ont été prêts pour ces exigences? Mais j'ai reçu davantage de récriminations, les plaintes, pas les militants du RDPC. Les militants du RDPC m'ont interpellé plusieurs fois qu'eux, ils ne trouvent pas les sous-préfets, ou bien parfois les sous-préfets. Et pour ce qui est de la sécurisation des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national, pendant les fêtes de fin d'année et lors du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020, le ministère de la Défense a son plan stratégique depuis ce lundi, plan adopté lors d'une réunion d'évaluation sécuritaire spéciale à Yaoundé. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a réuni autour de lui l'ensemble des responsables des régions militaires, de la sûreté nationale et des renseignements. Brand Kamga, Serge Alain Zébou. Réunion d'évaluation sécuritaire spéciale autour de 2 axes majeurs. Le maintien de l'ordre et de la sécurité à Noël et au Nouvel An, mais aussi et surtout lors du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Le concours multiforme des forces de défense et de sécurité sera également requis pour le bon déroulement de toutes les étapes du processus électoral attendu dans l'ensemble des circonscriptions administratives du pays. La réunion présidée ce 2 décembre à Yaoundé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, en présence du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, est ouverte aux 5 commandants des régions militaires interarmées, aux commandants des 3 premières régions de gendarmerie, aux responsables des opérations et aux responsables du ministère de la Défense, y compris les patrons de la sûreté nationale et des renseignements. Nous devrons en sortir avec un plan de sécurisation de la période pré-électorale, du jour du scrutin et de la période post-électorale, la sécurité des acteurs et matériels électoraux
suivant les directives et orientations des responsables des LECAM et des autorités administratives. Pour tout dire, absolument rien ne devra être laissé au hasard. Au sorti de cette réunion, instruite par le président de la République, des stratégies ont été adoptées, non seulement pour des fins d'année et des élections paisibles, mais surtout pour le retour de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et signalons que dans la veine de la préparation du double scrutin prévu le 9 février prochain, les CAM préparent de façon imperturbable ces opérations. Ce jour, le directeur général des élections, Eric Essoussé, a convié tous les partis ayant candidaté à venir choisir ses sigles et couleurs pour le tirage des bulletins de vote. Après la descente samedi du ministre des Sports au stade Olimbe, à Yaoundé, le gouverneur du centre s'y est rendu ce jour. Nasseri Paul Béa est allé voir de près les premières actions de la nouvelle entreprise adjudicataire McGill Construction sur le chantier, l'entreprise canadienne qui a pris la place de Piccini, dont le contrat a été résilié par le patron des sports et de l'éducation physique. McGill Construction est donc le nouveau maître d'ouvrage de la construction du complexe sportif d'Olimbe depuis 48 heures. L'entreprise canadienne a une lourde charge sur ses épaules. Achever au moins les travaux du stade dans un délai de 6 mois. Sera-t-elle à la hauteur de ce défi? Pour que chacun se fasse une idée, je propose de découvrir quelques-unes de ces réalisations dans ce reportage réalisé avec le concours de Constant Kamga. McGill Construction au Cameroun. L'entreprise canadienne, qui a désormais la responsabilité d'achever les travaux de son prédécesseur Piccini, est dans un délai très court de 6 mois, à quelques faits d'armes sur le plan national. McGill Construction était à la manœuvre du projet de rénovation du stade de la réunification de Bipanda à Douala en 2018. Elle a réalisé la couverture partielle des tribunes ainsi qu'une extension à plus de 39 000 places assises dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. La firme de construction canadienne a également été sollicitée pour les travaux de la pénétrante Est à Douala, en lieu et place d'une entreprise chinoise, défaillante. Outre le Cameroun, les réalisations de McGill Construction sont plus nombreuses en terre canadienne, parmi lesquelles l'agrandissement de l'hôpital général juif à Montréal, la construction d'un complexe de 12 étages pour retraités comprenant 277 logements en février 2019, ou encore la construction du siège social de la Columbia Sportway en 2013 à Londres, en Angleterre. Et direction à présent le stade municipal de Melon qui se met à jour et on en parle avec vous, Michael Tipkio. Bonsoir. À la suite ici à Douala, à l'Inchidan Kanga, c'est avec la culture et le Ngondo 2019, édition particulière, participation active également des délégations venues des régions du Cameroun, notamment de la Lekié, de la communauté Aoussa et des Pygmées Baka de l'Est du pays, entre messages des ancêtres, passage de témoins, entre présidents sortants et entrants, la messe d'eau, même si elle était arrosée de pluie, sera une édition inoubliable, nous dit Lil Piedjou et Thierry Nana qui était sur les berges du Vouvray. Événement spécial, entrée spéciale. Pour cette édition 2019 du Ngondo, les chefs traditionnels Sawa ont accédé au site des festivités par le fleuve Vouri. Une grande première dans l'histoire du Ngondo. Entrée rythmée, de rites et danse traditionnelle. Avant leur installation dans la case traditionnelle dite d'Ibala, les chefs Sawa ont fait le tour pour saluer la présence des chefs traditionnels venus de la Lekié, de Banjoun, de Banganté, des régions du nord-ouest et du sud-ouest, de l'ouest, de la communauté du Grand Nord et des invités spéciaux Pygmées Baka venus de la forêt de l'Est. Ces différentes communautés, à travers leurs prestations, ont exposé les richesses et la diversité culturelle du Cameroun. Véritable moment de cohésion sociale et du vivre ensemble. Même la forte pluie qui a arrosé la ville de Douala pendant quelques heures n'a pas empêché la messe de l'eau de se poursuivre.
On a ainsi assisté à la lutte traditionnelle, la course de pirogue, la remise de la médaille du Ngondo à Saleh John, à qui le Ngondo rendait un hommage cette année. Et enfin, l'immersion du vase rituel avec comme message des esprits l'encadrement des jeunes par leurs parents et grands-parents. Il revient désormais à Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, le nouveau président en exercice du Ngondo, de préparer l'édition 2020. Et l'Annual Show 20 toujours sur les rails. L'équipe en charge de l'événement de mode continue son travail sur le terrain après le report de la date de célébration due à un malheur qui a frappé le promoteur de l'événement. Le travail vient de reprendre effectivement, droit de citer. Le compte rendu sur les quelques travaux menés depuis quelques jours avec Junior Ossan et Donald Chunga. Après le malheur qui a frappé le promoteur de l'Annual Show 20, les partenaires sont venus renouveler leurs condoléances au promoteur de l'Annual Show 20 au lendemain du deuil. Ils se mettent déjà au travail pour la nouvelle date. Ce qu'ils nous reprochent, nous on le revendique, que c'est concentré sur M. Pioulé, c'est paternaliste à outrance, c'est... Oui, c'est la famille Annual Show. Et c'est pas un repas que l'équipe dirigeante de l'Annual Show 20 reçoit ses partenaires. Entre autres, Easy Group, Canal 2 International, une occasion pour mettre des stratégies en place pour la continuité des activités en vue de la nouvelle date. On est en deuil, c'est pas pour dire que le 20 va continuer de vivre à travers des stratégies que nous avons mises sur pied ce soir et chaque partenaire présent à ce dîner avait une tâche précise et devait avoir certaines responsabilités. Tout le monde de réflexion a été riche dans le fond, très épuré sur la forme. Des belles suggestions ont été faites, des actions seront menées et je peux vous affirmer que le Annual Show reste debout, le Annual Show reste d'actualité et des dispositions sont prises pour que la fête soit toujours un succès, que la fête soit belle. Autour de la table, des idées émergent et des suggestions sont aussitôt apportées. Et celui qu'on retiendra, ou celle, pourra avoir un entretien avec les grands qui arrivent, qui est une corrélation, un échange entre ceux qui arriveront et ceux qu'on aura choisis ici pour échanger avec eux. Parce que j'ai besoin, quand je l'écoute, en travaillant sur les discours et tout, j'ai besoin que les gens comprennent qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont construites à travers l'Annual Show. Et ça, c'est un 20. Donc, ce n'est plus simplement de promouvoir la mode, mais c'est de promouvoir l'impact que la mode a. Je pense que pour ça, certains le savent peut-être, d'autres pas. Mais il faudrait qu'on puisse en fait inclure ça avant le... Oui, j'aimerais qu'on puisse soit comme une consigne. Oui, c'est-à-dire si tu rêves grand, donne les moyens d'atteindre tes objectifs. Peut-être je pense en fait qu'avoir un speaker... Oui, avoir un speaker en fait comme Jessie, tu vois, parce qu'en même temps il faut les mettre aussi en confiance. On trouve le moyen d'avoir au moins 2-3 situations comme ça avant l'événement. Mais il faut pouvoir créer, il faut penser à créer. On a l'espace ici, on a l'espace. Côté artistique et mannequinat, on apprécie également l'imagination. On a prévu des rencontres avec des mannequins pour tout ce qui est gestion de l'image, coaching, scénique et tout ce qu'on pourrait avoir en fait autour de la mode. On a prévu plusieurs autres actions qui nous permettront en fait de mener à bien cet événement Annual Show. Le plus grand événement de mode black en Afrique centrale, ayant connu un report dû à un malheur, aura bel et bien lieu très bientôt au regard des nombreuses stratégies développées lors de ce repas en famille. À bientôt. Ciao. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur nos antennes. Et à demain, 19h50. Bonsoir.